Pendant les 555 jours qu'il a passés en prison après avoir tiré sur Rimbaud, Verlaine va écrire tout un tas de poèmes de captivité. Au départ, il les écrit avec des allumettes trempées dans le café, sur du papier d'emballage de fromage, et puis ensuite il les remet au propre, et il a l'intention de publier ce manuscrit de façon globale et unitaire, en lui donnant un titre qui correspond à un néologisme. Il invente un mot, et il appelle ce manuscrit cellulairement. Nous achetons donc ce manuscrit qui avait déjà une certaine aventure, un certain parcours, et qui était totalement inconnu des éditeurs, parce que Verlaine avait voulu le publier comme tel avant la fin de sa captivité. À l'époque, il était discrédité car il était incarcéré, personne ne voulait le publier, et ensuite c'est lui qui a changé d'avis. Il a décidé de ventiler, de dispatcher l'ensemble des œuvres de Cellulairement dans les œuvres qui ont suivi, Sagesse, Jadis et compagnie. Donc l'édition s'est intéressée à Cellulairement dès lors que nous l'avons acheté en 2004, mais jamais le manuscrit original n'avait été présenté au grand public. D'où l'organisation de cette exposition au Musée des Lettres et des Manuscrits et du livre qui va avec, publié chez Gallimard. Très souvent, quand les gens évoquent cette affaire, ils arrivent à ce qui n'est que le point de départ, et ils s'arrêtent au point de départ. En apparence, c'est une affaire judiciaire, c'est une rixe d'ivrogne entre deux des plus grands poètes de langue française, qui sont amants, et querelle d'ivrogne au terme de laquelle, à Bruxelles, Verlaine tire 2 balles sur Rimbaud. En fait, ça n'est que la face émergée de l'iceberg. Cette exposition, le livre qui lui est consacré chez Gallimard, essaye d'évoquer toutes les cages qui ont enfermé Verlaine au cours de son existence. Si l'exposition a pour titre Verlaine emprisonné, c'est qu'au-delà des 555 jours passés dans les prisons belges, Verlaine est emprisonné du jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort. Et cette exposition feuillette, évoque les différentes cages dans lesquelles Verlaine a été enfermé tout au long de sa vie. On a d'abord la cage de sa laideur, qu'il poursuit pendant toute sa vie. On a la cage des névroses de sa mère, donc sa cage familiale. On a la cage existentielle qu'il enserre. C'est un maudit, c'est un torturé métaphysique, c'est un crucifié, c'est un écartelé. On a la cage politique d'une période terrible qui fait qu'entre, grosso modo, la fin du Premier Empire et le début de la Grande Guerre, la société est complètement verrouillée, cadenassée. Et la seule façon d'échapper à la tentation du suicide, c'est d'essayer de faire la révolution. La révolution politique va avorter par 2 fois, d'abord avec les romantiques, les enfants du siècle, puis ensuite avec les maudits, au milieu du siècle. Et les 2 révolutions tentées, celle de 1830 et de 1848, vont avorter. Donc au bout du compte, la seule chose qui sauve les gens du suicide, c'est d'essayer de faire la révolution sur le plan culturel. Et par 2 fois, au cours du XIXe siècle, d'abord avec le romantisme, ensuite avec le mouvement des maudits, qui accompagne l'explosion du symbolisme et celle de l'impressionnisme, eh bien les artistes vont arriver à réaliser ce qu'ils n'arrivent pas à réaliser sur le plan politique. Ils vont arriver à le faire sur le plan culturel. Alors on passe en revue d'autres cages de Verlaine, la cage de sa bisexualité, la cage réelle de ses prisons, bien sûr, la cage de l'alcool. Et puis à côté de tout ça, on est la cage du mariage conventionnel, puisqu'il épouse une midinette en pensant que le mariage conventionnel est pour lui une façon de s'échapper, là aussi. Et puis on passe en revue précisément toutes les tentatives d'évasion qui sont les siennes, évasion virtuelle bien sûr, que ce soit dans l'alcool, qui est à la fois une cage et puis une méthode d'évasion, que ce soit à travers la sexualité, que ce soit à travers la tentation de la grâce qui vient le toucher à un moment donné. Bref, toutes ces tentatives d'évasion vont elles aussi échouer, vont elles aussi avorter, à l'exception d'une seule, c'est la création littéraire, la création poétique. Dans les cages les plus épouvantables, celle de sa laideur est très prégnante, surtout quand on la lie avec la cage
des névroses de sa mère. Sa mère met 13 ans avant d'avoir un enfant viable qui va s'appeler Paul Verlaine. Et en l'espace de 13 ans, elle fait 3 fausses couches. Et elle ne trouve rien de mieux que de mettre ces 3 avortons, ces 3 fœtus, dans des bocaux qui trônent sur la cheminée familiale. Et toute la petite enfance de Verlaine, c'est la confrontation quotidienne avec sa fratrie, 2 petits frères et une petite sœur, avec laquelle sa mère dialogue tous les jours, en ayant donné à chaque fœtus un petit nom. Et le drame de Verlaine, c'est que quand il regarde ces fœtus, il a le sentiment de se regarder dans une glace, car Verlaine, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 30 ans, a vraiment un physique de fœtus. Il a le front hypertrophié, les yeux enfoncés, les oreilles, le nez épaté d'un homme de Néandertal ou d'un fœtus. Ce qu'habituellement peut être un des poèmes essentiels tirés de cette œuvre que nous avons tous appris sur les bancs de l'école, c'est l'art poétique. En temps normal, Verlaine est sous absinthe, 24 heures sur 24. C'est un ivrogne intégral. Il est pris dans la cage de l'alcool et l'absinthe est quelque chose de terrible. Cet homme qui est plutôt faible, plutôt doux, assez veule, quand il est à jeun, ce qui n'arrive quasiment jamais, peut devenir Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire quelqu'un de terriblement violent quand il est sous l'effet de l'alcool. En temps normal, l'alcool ne l'empêche pas d'écrire des vers magnifiques. Mais il y a un degré qu'il n'arrive pas à dépasser. Et là, il va pouvoir le faire. Pendant les 18 mois qu'il va passer en prison, il est sevré. Il n'a plus accès à l'alcool. Donc il est sobre, par la force des choses. Et là, il va être capable d'aller au-delà de la seule création poétique, il va être capable de conceptualiser son art poétique. D'où la rédaction de ce poème intitulé L'art poétique, et qui évoque un petit peu, qui met en théorie la refondation de la poésie. Dans la trajectoire de Baudelaire, Verlaine puis Rimbaud ont refondé totalement la poésie moderne. Pour aller plus loin, j'ai pris un choix balistique, c'est le cas de le dire, aussi bien dans l'exposition que dans le livre. J'ai choisi, et je m'en explique, de tutoyer Verlaine pour que, au bout de quelques pages tournées, les premiers mètres effectués dans l'exposition, le visiteur comme le lecteur n'ait pas le choix, qu'il se retrouve dans la peau de Verlaine. Car quand vous parlez au style direct, les fils rouges sont écrits au style direct, je parle à Verlaine, je dis tu, donc automatiquement, le lecteur du livre, le visiteur de l'exposition devient Verlaine. Il n'a pas le choix, il est dans la peau du poète, et c'est ce que je voulais. Les gens qui aujourd'hui ont entre 25 et 30 ans, parce que ces gens ont des points communs avec Verlaine. Ils sont un peu écartelés, ils sont dans une société un petit peu bouchée, dans une société où on a pu croire depuis quelques années que la matière allait triompher sur l'esprit, une société très bling-bling, très comparable à cette société du XIXe siècle dans laquelle les intermittents de la poésie, qui sont les poètes, ont une vie pas toujours très facile. Ils sont en face de grands spéculateurs, de grands capitalistes, de grands industriels, de gens qui ont beaucoup d'argent, qui aiment le montrer, et qui bien sûr mécènent parfois les arts, mais la confrontation entre les artistes et ces grands capitalistes de l'époque, ces grands bourgeois triomphants, n'est pas forcément quelque chose d'évident. Et je pense que pour tout un tas de raisons, y compris d'ailleurs dans le lien que certains éprouvent avec l'alcool, je n'appartiens pas à une génération qui avait un problème avec l'alcool. Je crois que les jeunes générations aujourd'hui, les 25-30 ans, ont parfois un problème avec l'alcool, dans les grandes écoles, un peu partout, les systèmes des happy hours. On a déculpabilisé les gens qui pensent qu'après tout, le vin, c'est beaucoup plus sain que la drogue, ce qui n'est pas faux, mais enfin en même temps, c'est comme tout ce dont on abuse, c'est dangereux. Et il y a une forme de détresse avec les générations contemporaines, les générations sida, les générations chômage, il y a quand même 1 jeune sur 4 de moins de 25 ans qui est en chômage dans la zone euro. Et donc ça crée une forme d'anxiété, d'écartèlement. À leur manière, les jeunes d'aujourd'hui sont un peu crucifiés, l'horizon est un peu bouché. Et je pense qu'à cause de ça, Verlaine aujourd'hui a beaucoup de choses à leur dire et leur parle beaucoup.